Donc on laisse la parole à Louis Boissière pour la technique opératoire sur les déformations cervicales. Donc en fait, le sujet de la communication, je remercie Emmanuel et Frédérico qui m'ont fait confiance pour cette présentation. C'était de faire un sujet technique, et le cahier des charges que j'avais, c'était que j'avais le droit de ne rien justifier. Donc globalement, c'est un avis personnel ou d'équipe en tout cas, et j'avais carte blanche. Au début, je m'étais lancé sur la correction des déformations cervicales. Et après, Emmanuel m'a dit, il faut que tu fasses des vidéos, des photos, des machins. Et en 3 mois, j'avais aucune déformation cervicale au programme parce que ça reste quand même assez rare. Donc j'étais un petit peu embêté. Et du coup, j'ai transformé la présentation en cervicale et cervico-thoracique. Et j'ai pris des films faits par Ibrahim qu'on avait en stock. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Donc il y a deux trucs. Il y a les déformations cervicales primaires qui sont liées à un problème cervical pur et les déformations cervicales secondaires qui sont liées à la déformation thoracolombaire. Et la prise en charge est pas la même. Donc vous avez parlé des angles tout à l'heure, on en a écouté plein. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué tout ça. Le rachis cervical, globalement, c'est une adaptation au rachis thoracolombaire. D'accord, c'est la dernière tige d'adaptation mobile au reste du corps. Ce qui est certain, c'est qu'il est largement corrélé donc, au rachis thoracolombaire, et je ne reviens pas là-dessus, vous savez tous tout ça. Et c'était juste pour faire comme une petite intro, et on sait qu'il y a beaucoup de rachis cervicaux qui sont en position syphose et parfaitement asymptomatiques. Donc c'est toujours la question, c'est est-ce qu'il faut traiter les syphoses cervicales? C'est vrai qu'en France, on n'est pas comme, on voit les topos à la SRS et tout aux États-Unis, ils vont mettre des C2, C7 à tous les rachis dégénératifs. Et c'est vrai qu'on a plutôt comme une culture assez neurologique de l'approche du rachis cervical et rarement une approche de correction de déformation, ce qui fait qu'en tout cas, nous, on en a peu. J'aime quand même deux angles, hein, d'accord. C'était la pente de C7 et pente de T1, ça reste quand même un angle qui est quand même relativement, à mon sens, important pour analyser les différentes déformations. Et moi, je suis resté assez classique avec le C2, C7 SVA que je trouve assez pratique en fait. C'est un petit coup d'œil regard, on n'a pas besoin de le mesurer tout le temps, mais on voit ce que C2 et C7 sont alignés et ça reste l'angle qui moi me paraît le plus intéressant. Donc première partie, c'est les déformations cervicales. Je vous ai pris 3 exemples, là, tout simplement. Et du coup, là, c'est vraiment des déformations cervicales. Il y en a 2 qui sont d'origine arthrosique. Et la première, qui est une déformation post-laminectomie. D'accord, donc là, on est vraiment à des gens qui ont du mal à garder la tête droite. Voilà, on le voit. Donc, en fait, comment ça se présente une déformation cervicale? L'analyse rachis-sentier, elle est complètement opposée à ce qu'on a l'habitude de voir pour les déformations lombaires. C'est-à-dire que c'est les patients qui sont souvent en hyperlordose et en rétroversion pelvienne. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher à se mettre en arrière, à s'hypercambrer et à augmenter leur version pelvienne. Donc, c'est des hyperlordoses avec augmentation de la version pelvienne. La deuxième, je n'ai pas la radio pré-op, du coup, j'ai juste mis sa photo clinique. Mais ils ont tous un peu cette attitude en arrière. Et on peut comprendre que ça soit gênant au quotidien. Les déformations cervicales que je vous présente, elles sont globalement toutes relativement rigides. Elles ne sont pas réductibles, en tout cas sur des clichés dynamiques. Et du coup, la question, c'est quel est le traitement de ces pathologies? Est-ce que les 3 déformations que je vous ai présentées, on les traite de la même manière ou pas? Voilà. Donc la première, c'est peut-être la plus facile à appréhender. On voit qu'il y a un bloc post-laminectomie. On peut imaginer que la partie arrière ne tient pas il n'y a rien derrière. Donc on peut imaginer que si on arrive à corriger la colonne antérieure, on arrivera à réduire la syphose. Voilà. Et du coup, voilà, ça c'est l'IRM avec une belle myélopathie. Voilà, donc là, c'est comment traiter ça. Et ben, le plus simple, donc voilà, souvent les déformations cervicales, elles n'ont pas des pentes de T1, les pentes de C7 ou T1, peu importe, mais elles ne sont pas augmentées, d'accord? C'est des pentes droites. C'est vraiment localement que ça se situe. Donc ça, c'est des traitements qui peuvent se traiter par voie antérieure, d'accord, assez facilement. Là, c'est une voie antérieure pure, il n'y avait pas vraiment de moyen de fixation postérieure. Et on voit que ça, là, c'était une radio précoce, c'est une radio de M. Vital, ça. Et le résultat a tenu dans le temps. La deuxième, là, qui est beaucoup plus rigide, d'accord. Là-ci, j'ai des articulaires postérieurs. Comment on peut la corriger? La correction se fait à peu près de la même manière, d'accord, avec des cervicotomies antérieures. On va bien prendre le temps de bien driller les articulaires, de bien driller les disques et ce qu'il en reste, d'accord. Bien ouvrir le ligament longitudinal postérieur et on arrive à corriger de manière globalement satisfaisante par des voies antérieures pures, sans instrumentation postérieure.
La dernière, ouais, c'est celle-ci qui est la plus sévère. Attendez, ça c'était voilà. Et on voit que alors celle-ci, l'alignement, c'est une radio précoce. Et finalement, l'alignement postérieur, il n'a pas trop bougé. Alors ça, je me demande si, je la revois plus tard. Je me demande si est-ce que c'est pas juste le début, que normalement, soit il y a un problème thoracolombaire en dessous, soit on voit qu'au niveau de la statique, par contre, elle est nettement mieux. La dernière, c'est celle-ci, d'accord, donc qui est très très rigide. On voit le scanner, on a les articulaires qui sont complètement fusionnés. On voit le cliché là de scanner, là, le 3D, où la colonne vertébrale, elle est complètement ankylosée, d'accord. Et du coup, la question, c'est comment on peut traiter cette patiente. Est-ce que qui passe par voie postérieure et qui passe par voie antérieure, ou par combiner de tout casser par derrière et de faire une voie antérieure après, de faire une correction postérieure unique ou de faire une correction antérieure unique. Qui passerait par voie postérieure unique? Personne. Qui passerait par voie antérieure primaire? Et qui passerait par voie postérieure en premier? Donc, voilà, plutôt voie postérieure, d'accord. Donc ça c'est un cas d'Ibrahim, on s'était pas mal renseigné, il avait un peu appelé à droite à gauche, et nous on nous avait conseillé la voie antérieure primaire, d'accord. Et en fait, avec l'explication qu'on arrivera à casser les ponts osseux, d'accord. Donc c'est ce qui avait été fait, et ça a plutôt bien marché, d'accord. Donc en fait, il a été opéré par voie antérieure en premier, en corrigeant au mieux de ce qu'on pouvait. Et après, on a quand même fait, là on n'a pas joué, et on a fait une fixation postérieure secondaire pour renforcer le montage, puisque le bras de levier était important, avec un résultat qui est plutôt satisfaisant, qui lui a fait du bien quand même. Donc globalement, la chirurgie de déformation cervicale, c'est une correction qui se fait par voie antérieure. Voilà, alors là j'aurais pu arrêter le topo là, c'était un peu léger. Du coup, je vous ai quand même fait les déformations cervico-thoraciques, d'accord. Il y en a deux types. Alors c'est pas les cas de Malek, d'accord, mais j'ai quand même des cas que nous on traite de manière nos cas sévères à nous. Donc il y a deux types de présentations. Il y a les hypersyphoses, hyperlordo-cervicales, pardon. Donc ça c'est les compensés, d'accord. Et généralement sur ces cas-là, on peut préserver le rachis cervical. Et les formes décompensées, là on parlait des PJK, de tout ça, et bien là c'est les hypersyphoses globales, et celle-ci en général, et bien, la situation est décompensée, et même si on corrige correctement le rachis thoracolombaire, il faut souvent aller instrumenter le rachis cervical associé. Donc les déformations cervico-thoraciques hautes, comme Malek a dit, c'est des formations angulaires souvent. Elles sont rigides, la bord antérieure, lui, difficile, hein, c'est-à-dire que c'est pas pareil, c'est l'omoplate qui gêne et tout, c'est un petit peu dur de faire des corrections antérieures. Nous, on n'a pas l'expérience du montage bipolaire, parce qu'on a accès à une réanimation et on peut se permettre de faire saigner un petit peu les patients, même si finalement, c'est des chirurgies qui ne sont pas très hémorragiques comparées aux osteotomies lombaires. Mais on a une équipe qui permet de le faire, et du coup, on a plutôt tendance à avoir recours à l'osteotomie de correction. C'est la classification là qui le dit. On fait les déformations cervico-thoraciques, on fait des ostéotomies de correction. L'ostéotomie, elle est, pour une équipe entraînée, globalement, elle est safe, d'accord. C'est-à-dire que le risque, c'est la paraplégie, il faut le dire. Sur cette chirurgie de correction cervico-thoracique, on n'a pas encore eu l'expérience de paraplégie sur ces procédures, avec une technique qui est bien maîtrisée, qui a été décrite et qu'on fait maintenant de manière assez régulière. Alors j'ai bien un peu de littérature quand même, hein, d'accord, ce que l'on voit dans la littérature quand on regarde les séries des Américains, c'est que sur ces déformations, ils ont des corrections moyennes de 10 degrés, et que nous, sur ces mêmes déformations, je ne sais pas pourquoi ça passe tout seul, on arrive à avoir des corrections sur le segment proximal de plus de 26 degrés, donc globalement on arrive à faire 2 fois plus de corrections que les Américains. Le geste technique, d'accord, parce que globalement je détaille la chirurgie, quelles sont les particularités. Donc il faut avoir une équipe entraînée, ça je le fais un peu en clinique, hein, je le fais au CHU, il faut être capable d'intuber au fibroscope des fois, et l'étrier de Mayfield, c'est un travail d'équipe, hein, d'accord. La complication principale, c'est l'hémothorax, et du coup il faut être capable d'avoir un réanimateur qui mette un drain thoracique, parce que ça reste la complication principale, c'est l'hémothorax.
Généralement, moi, quand je fais des brèches pleurales, j'en profite pour la côte, il y a souvent des brèches pleurales. C'est assez rare que je mette le drain thoracique de manière systématique. Ça se colmate avec la correction de l'ostotomie. En routine, je ne mets pas de drain thoracique, je laisse le pneumothorax. On n'est pas trop embêté avec ça. Par contre, on a eu quelques hémothorax, pas réguliers, mais quand même fréquents. L'installation, donc, elle est des fois difficile. Il faut avoir un peu l'habitude. L'étrier de Mayfield, il est indispensable. Indispensable parce que ça permet de protéger les yeux. On ne peut pas installer correctement un patient sans étrier. Et deuxièmement, c'est que ça va apporter de la stabilité. D'accord ? Cette chirurgie, on l'a décrite sans tige de maintien, c'est-à-dire qu'on va la faire directement. Et l'étrier de Mayfield apporte, en plus de l'appui thoracique, bien sûr, on a une très bonne stabilité du rachis. On n'a pas expérimenté de fracture involontaire. Voilà. Deuxième autre astuce, on parlait de la navigation sur les vis ilio-sacrés. Je pense que sur ces situations-là, partir avec la navigation, c'est quand même beaucoup plus confortable. La visée, qui n'est pas forcément dure, ce qui ne sont pas forcément des grosses scolioses, mais la position de la visée rend la perception du cerveau très compliquée. Et du coup, c'est très dur d'avoir le bon plan sagittal. Et la navigation, elle est indispensable. Il faut imaginer qu'on opère comme ça. Et c'est pas du tout naturel, même sur des pédicules qui paraissent simples. Le sagittal est très très dur, n'est pas naturel. Ce qui est indispensable aussi, là, c'est un cas de neurofibromatose. Alors même quand il n'y a pas de côte dans le canal, il faut quand même enlever les côtes, d'accord ? C'est-à-dire que l'objectif de l'ostéotomie thoracique proximale, c'est qu'il faut absolument enlever la côte, sinon c'est pas faisable. Pourquoi ? C'est parce que l'ostéotome, il travaille de manière horizontale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rétracter le sac. L'ostéotome, il doit être parfaitement horizontal, et du coup, enlever les côtes... Désolé. L'ostéotome doit être parfaitement horizontal parce que sinon, voilà. Donc enlever la tête de côte, c'est le préalable. Ce qui est aussi le côté finalement le plus technique de cette chirurgie. Je trouve que le plus dur, c'est d'enlever la côte correctement. On peut s'aider de la navigation éventuellement, mais c'est pas un geste aussi facile. Le type d'ostéotomie, d'accord, on fait des 4B, 4C, d'accord, c'est des ostéotomies où on enlève le corps vertébral est relativement petit, il faut enlever le disque, et on va faire des ostéotomies à grosse résection, donc biforaminale, et on enlève le disque, comme Malek le disait tout à l'heure, d'accord. Donc on va plutôt privilégier l'ostéotomie de fermeture-ouverture quand on peut, parce que c'est celle qui peut, a priori, donner le plus de correction. On voit un exemple, là, d'accord, on arrive à garder la partie inférieure du corps, on a juste enlevé finalement le disque, on enlève un petit morceau de corps également, et ça permet de faire une certaine ouverture en avant et d'avoir une correction qui est correcte. Ce qui est indispensable aussi, c'est de conserver son point de pivot. La vertèbre, elle est toute petite, d'accord, et du coup, le risque, c'est de casser. On ne veut pas faire une VCR. Là, la VCR, elle est à risque neurologique, d'accord, c'est-à-dire que nous, on fait pas de VCR dans le service. Et garder un support antérieur suffisant, c'est vraiment le pivot qui va permettre de garder le rachis stable et de ne pas casser. Donc ça, c'est important parce qu'on y va vite devant, en fait, parce que c'est vraiment tout petit, une fracture thoracique, une vertèbre thoracique. Après, l'ablation du mur postérieur, je trouve que c'est le deuxième geste technique, d'accord. Moi, on le garde pour la fin, c'est-à-dire que l'ostéotomie lombaire, on commence du milieu et on va vers les côtés, alors que l'ostéotomie thoracique, on va des côtés et on va vers le milieu. Et l'étape finale, c'est d'enlever le mur postérieur. Il y a plusieurs façons de le faire, soit l'ostéotome, soit la pince à disque, soit il y a un instrument des kits d'ostéotomie. Moi, je sais que j'aime bien la pince à disque pour l'enlever, parce que si on enlève délicatement la pince à disque, c'est qu'on a bien affiné, on a moins de chances d'être traumatique. Après, ça, c'est des petites habitudes. Donc là, on a affiné notre ostéotomie, on a obtenu la correction qu'on voulait. Après, les manœuvres de correction, d'accord, on privilégie la méthode de correction sur domino, bien sûr. Elle a plusieurs avantages. L'avantage principal, c'est que c'est dans la littérature la technique qui corrige le plus. D'accord, il n'y a pas de méthode alternative qui ont démontré une meilleure correction. Il y a deux manières de la faire. Il y a la méthode cantilever, d'accord, on bloque le domino et après on va réduire la déformation, ou la méthode bibloc où on garde les deux morceaux. Moi, sur les ostéotomies thoraciques, je préfère la deuxième méthode. Pareil, c'est dans l'histoire de la stabilité. J'ai toujours peur en faisant mon cantilever que la vertèbre elle pète et d'avoir une paraplégie. Je me sens plus sécurisé de manier les deux morceaux d'os, les deux morceaux de vertèbre, pour aller délicatement essayer de rejoindre le domino. Alors ça, je vais vous montrer le petit film, en fait, c'est là où j'ai pris le film d'Ibrahim. Donc je passe sur les méthodes de correction que je vais vous montrer, d'accord. Au niveau de la laminectomie, la moelle, elle supporte plutôt bien, c'est-à-dire qu'on arrive à bien refermer les ostéotomies. On fait comme une laminectomie assez élargie au-dessus, en dessous, mais on arrive à quasiment avoir des contacts osseux, et là-dessus, on fait des surveillances neurologiques prolongées, on n'a pas eu de paraplégie, même avec des fermetures presque complètes du bloc, d'accord. C'est pas un objectif de le fermer complètement. Pour
répondre à la question qu'on a parlé tout à l'heure, mon avis sur l'histoire du bipolaire, sur la rigidité, je pense que sur les scolioses thoraciques, c'est là où Malek, tu pourrais peut-être nous répondre. C'est, à mon sens, il n'y a pas de pseudarthrose parce que c'est que des scolioses très rigides. Et même sur tes bipolaires, est-ce que tu as des ruptures de tige sur tes corrections thoraciques? Ouais, en bipolaire. Tu as eu des ruptures sur les corrections thoraciques pures? Ça reste des blocs très rigides et je pense que ça casse peu, d'accord? Et c'est l'osteotomie thoracique, mais on n'a pas décrit non plus de pseudarthrose. C'est-à-dire c'est le problème du lombaire, c'est pas la pseudarthrose, c'est pas le problème du thoracique. Ça, voilà, j'ai le droit de donner mon avis là. Donc après le petit film, je sais pas comment. Voilà, tac. Voilà, donc là c'est juste un petit peu la réduction. Donc on voit qu'on va enlever les 2-3 petits morceaux d'os, ça c'est la petite touche. Il fait une minute seulement le petit film. Donc c'est la petite touche finale là. Voilà, donc là on a nos 2 morceaux. Donc là c'est une technique que moi je fais pas. Là c'est un vieux film d'Ibrahim, mais c'est la technique cantilever, d'accord. Donc il va fixer la partie proximale. Et en fait, il faut pas oublier, c'est que le patient il est avec l'étrier de Mayfield, d'accord. Et du coup, pareil, nous on appelle ça la manœuvre de Pointillard, parce que c'est Pointillard opérait à côté d'Ibrahim. Et du coup, c'est toujours M. Pointillard qui venait tenir la tête. Et vous allez le voir. Hein. Donc voilà, donc là c'est vraiment, on bloque le rachis partie proximale, on fait le petit réglage, on vérifie que la tige en bas, elle va correspondre. Là c'est vraiment une correction en bloc. Donc normalement la tige du bas doit parfaitement pouvoir rentrer dans les vis du bas. On serre le domino, on le serre bien quand même pour pas que ça pète. Et voilà. Et après, du coup, on va abaisser la tige avec le cantilever qui va permettre d'obtenir une correction de 50% à peu près de la déformation. On essaie de le faire de manière douce. Et voilà, donc c'est une coordination au Pointillard. Il regarde le champ et il nous accompagne la tête, en fait. Donc il y a une partie interne et une partie externe pour accompagner la tête et permettre de faire le geste avec le plus de douceur possible. Et là, ben, du coup, on fait une première correction comme ça. On verrouille. On fait un temps de contrôle neurologique. Généralement, à ce moment-là, il n'y a pas de perte neurologique, d'accord, mais s'il y en a une, on attend un petit peu. Et voilà. Et après, ça permet en deuxième temps d'aller faire la correction de manière plus ou moins progressive, mais d'aller comprimer. C'est là où on peut gagner énormément de corrections. C'est sur cette compression sur domino qui est utilisée par beaucoup. On l'a vu ce matin à la table ronde du bassin, que c'est très utilisé pour les corrections du bassin oblique. Bah, pour les osteotomies, ça reste quand même la méthode la plus performante. Après, on peut rajouter de la correction frontale. Là, c'est dans un cas de scoliose. Et qui permet d'ajuster, de faire les petits réglages finaux. On veut bien que ça coulisse. Et voilà. Et après, il faut faire une surveillance neurologique pendant 30 à 45 minutes post-réduction avant de sortir de salle. D'accord. On a quand même eu des pertes de potentiel très secondaires sur lesquelles on a dû relâcher un peu la correction pour y revenir. Hein. C'est-à-dire que c'est souvent des mouvements de va-et-vient, mais on a quand même eu des pertes de potentiel à 20, 30, 35 minutes qu'on a toujours récupérées. Voilà, donc ça, c'est des radios. Ce qui importe, ah mince, le rond, il s'est pas mis au bon endroit. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que en général, on les réduit dans la convexité, d'accord, de la scoliose. Ça paraît évident, mais le domino, on va le mettre côté convexe, hein, d'accord. C'est évident, mais quand on est sur le champ, des fois, on raisonne mal. Donc voilà, donc domino côté, voilà, c'est pour ça en fait. Domino côté convexe. Après, la technique bibloc, hein, d'accord, c'est celle-ci. Moi, je la trouve plus douce et plus, elle me rassure plus. Donc on bloque les 2 tiges et on va mettre le domino là. Ah, il n'y a pas de souris, d'accord. On voit le domino et on va faire la correction. Et après, c'est pareil. On va juste avec l'aide opératoire, on va mettre le domino dans la tige et après on fait la compression. On fait la compression pareil. Hein, c'est à demain. À demain, là, c'est le moment un peu tendu, mais on a toujours peur que l'aide opératoire, parce que souvent c'est des jeunes internes qui nous aident, et du coup on a toujours peur qu'il envoie un coup. Et voilà, et on fait la correction, c'est exactement la même chose, sauf que la façon d'avoir mis le domino est différente. Et voilà, là c'était pour montrer que ça peut arriver de perdre les potentiels, d'accord, et à ce moment-là il faut relâcher, se laisser un petit peu de temps, pas paniquer. Donc c'est pour ça que j'en parle, c'est parce que si jamais ça vous arrive, eh ben, ça permet de pas tétaniser. Et si jamais c'est une perte secondaire, c'est-à-dire que si on n'a pas mis un coup dans la moelle, eh ben, il faut se laisser le temps de reposer et on peut repartir sur une correction et c'est pas forcément vérifier qu'il n'y a pas eu une explication. S'il n'y a pas d'explication, on peut se permettre gentiment d'y retourner.
Voilà, il n'y a pas besoin de cage intersomatique. C'est très important de garder le pivot, hein, d'accord, le pivot de rotation. On fait la VCR est vraiment un risque neurologique par contre. Donc il n'y a pas besoin de faire de cage. Et on peut très bien faire 2 ostéotomies. Pour les déformations les plus sévères, on peut faire 2 ostéotomies adjacentes sans cage intersomatique si on garde le point de pivot. D'accord. Alors en l'occurrence, ça c'était un cas d'un patient paraplégique. Là, c'était pour montrer juste on peut faire des doubles ostéotomies. Voilà, donc on planifie comme ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est une technique quand même plus facile que de se retrouver avec vraiment le point de pivot est vraiment important, que de se retrouver avec les 2 morceaux d'os complètement ballants. Et là, on a vraiment du mal, je trouve, à régler la rotation. Donc même s'il y a un peu de scolio, je préfère vraiment l'ostéotomie asymétrique que la VCR, même chez les patients paralysés. Et on voit qu'on arrive, là c'était un peu le bazar, c'était de mettre les implants, d'accord, je les ai mis un peu comme je pouvais. Et c'est vrai que la mise en place des implants peut être difficile, on voit des résultats cliniques qui sont intéressants. La dernière type d'ostéotomie, d'accord, c'est les ostéotomies frontales. Je trouve que c'est également, elles sont assez difficiles parce qu'on n'est pas naturel. Et du coup, il faut vraiment aller enlever le mur antérieur. Il faut vraiment garder le point de pivot, mais très latéral. Donc, on fait l'ostéotomie que d'un côté. C'est assez technique. Souvent, on a du mal, hein, donc on n'arrive pas vraiment à le faire complètement frontal parce qu'on est obligé quand même d'aller dans le côté concave. Mais on essaie d'y aller le moins possible pour garder ce point de pivot, d'accord. Donc, ça, c'est un exemple d'ostéotomie frontale, là où, avec une grosse déformation. Donc là, comment planifier, quelle vertèbre on enlève. On fait au mieux, celle où je me sers aussi de la navigation pour décider mon plan de coupe. Mais globalement, en fait, on fait une ligne là, une ligne là, on les rassemble et du coup, il faut enlever ça. D'accord, c'est ça le cahier des charges. Et on fait au maximum en prenant le moins de risques. Et on voit que là, le résultat est pas total, mais il est quand même acceptable. Voilà, donc pour résumer, les déformations cervicales, c'est C7 plutôt basse, elles se traitent par voie antérieure. Les déformations cervico-thoraciques, avec des pentes de C7 élevées, se traitent plutôt par ostéotomie. Et on a la question, c'est que c'est souvent facile de se contredire dans les topos, hein, d'accord. C'est comment on traite cette patiente, hein, pente de C7 élevée avec une déformation. Sa problématique, c'est la déformation cervicale. Pourquoi elle a cette pente de C7 aussi élevée pour une déformation cervicale. Elle a 80 ans. Et en fait, elle a quand même une scoliose majeure. Voilà, on va l'opérer. Hein, d'accord, je n'avais pas de place pour le traitement conservateur ou l'abstention. Et du coup, la question, c'est comment vous l'opérez, cette dame. Laquelle est la stratégie chirurgicale. Je vous ai mis la séance pelvienne, donc je passe vite, hein, d'accord. Et voilà, c'est typiquement les situations où on peut faire une correction cervicale pure par voie postérieure, parce que c'est, voilà, 80 ans, je ne me voyais pas lui mettre des cages antérieures, j'avais peur de ne pas corriger, ça allait tout impacter. Et du coup, avec une petite ostéotomie de C7, et ben, ça permet de réaligner de manière à peu près correcte le rachis cervical. En post-op, je me suis dit, mince, je l'ai mise de travers. Et du coup, j'étais un peu embêté, mais finalement, sur les os, on voit que c'était la scoliose qui l'a gardé de travers. Je vous remercie. Merci Louis. Quelques questions ? Merci. J'ai une question. Tu disais les déformations cervicales, ça se corrige toujours par devant. Et l'exemple que tu nous avais montré avait une ankylose des facettes en arrière. Tu as fait un geste par devant pour casser les facettes ou tu considères qu'en ouvrant devant, ça va casser les articulaires derrière et que ça va se mobiliser ? Ouais, avec la cob et tout, tu vas gentiment mobiliser pour essayer de gagner de la mobilité. Et tu arrives un peu à casser, à faire une ostéoclasie, là, dont on parlait tout à l'heure, pour aller péter les facettes et ça lâche. Ouais, avec un Gardner, ouais. Après, pas beaucoup de kilos, hein, mais 3-4 kilos, mais c'est vrai que ouais, avec un Gardner. Moi, j'avais une correction quand tu fais une question, pardon. Quand tu fais tes corrections par derrière, comment tu te fixes dans le secteur cervical ? Tu mets des vis facétaires classiques ou tu mets des vis pédiculaires avec la navigation pour avoir un bon ancrage ? Parce qu'on a parfois des vis facétaires, surtout chez les sujets âgés, qui sont d'une tenue moyenne pour se permettre de faire une correction forte. Ouais, je suis d'accord. Moi, souvent, alors C5, C7, C6, souvent, c'est C4, C5 souvent qui est dur à visser.
Mais quand on fait C4, C5, souvent c'est qu'on a besoin de monter à C2. Je fais comme je peux. Hein. Le cas là, du petit paralysé, j'ai mis à travers la lame. Tu fixes comme tu peux, comme tu peux. Mais effectivement, la vis facétaire, elle est un peu légère. Et après, quand je suis en difficulté, j'aime bien les bons crochets en haut. Là, ça tient bien, ça s'arrache pas. Et c'est aussi une astuce de sauvetage. J'étais pas bien arrivé à la visser et j'avais rien de bien. Et du coup, j'ai mis des crochets. C'est pas des crochets cervicaux, hein, c'est des crochets thoracolombaires, ça. Et ça permet de s'ancrer de manière pratique. Merci. Merci. Question, combien on peut raccourcir une moelle en faisant une ostéotomie postérieure? Avant, on disait 2,5 cm. Ouais, là, nous, on dit 2 vertèbres. Ça fait plus. Voilà. Après, on a eu quand même un cas d'Ibrahim sur une très grosse déformation. Il avait fait 2 vertèbres où la dame, elle s'est réveillée neurologiquement intacte. Et à 24 heures, elle a commencé à se paralyser. Et on l'a reprise au bloc et on l'a relâché un peu la correction. Et, parce que la correction était trop forte. Donc on est à 2 vertèbres. Ça dépend des angulations, je vais dire. Parce que celle-ci, on l'a relâchée quand même. Mais une vertèbre, on n'a pas vu une vertèbre, on peut y aller. Hein. Ok, merci. Belle série. Je vous propose qu'on fasse la pause. On devait reprendre à... Merci Louis.